Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV dans les titres ce soir. Troisième jour de mobilisation au Robert, le collectif Sargasses a installé un nouveau barrage, cette fois au rond-point du centre commercial Océanis. Des blocages qui commencent à peser sur l'économie locale. On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, les soldes démarrent aujourd'hui sur le territoire, un moment clé pour les commerçants après les dépenses des fêtes de fin d'année. Mais avec des budgets parfois sous tension, les ménages répondront-ils présents? Nous le verrons dans ce journal. En janvier, les Verts se mettent au repos. Le Dry January, un mois sans alcool pour récupérer après les excès des fêtes. Un défi collectif, parfois révélateur, et on s'y intéresse ce soir. La mobilisation se poursuit au Robert. Pour ce troisième jour d'action, le collectif Sargasses a installé un nouveau point de filtrage au rond-point du centre commercial Océanis. Des barrages filtrants, mais aux conséquences bien réelles pour l'économie locale. De nombreux commerçants constatent déjà une baisse de la fréquentation dans leurs établissements. Reportage sur place avec Louis Sabas. La mobilisation se poursuit au Robert où le collectif anti-Sargasses maintient les barrages filtrants aux portes de la ville, comme celui-ci, le dernier érigé dans le rond-point du centre commercial Océanis. Des blocages non sans conséquences sur l'économie locale. Commerces les plus impactés, ceux à proximité des blocages. Il y a moins de passages et puis le chiffre il est vraiment bas. On faisait peut-être dans les 3000, 2000, là on est à 500, 400. C'est pas bon. De 9h à 19h, c'est dur. Si certains automobilistes font le détour par le centre-ville pour éviter les barrages, cette relative affluence ne bénéficie pas aux commerçants du bourg. Eux aussi constatent une désertion de la clientèle. Lundi, on a vu une dizaine de voitures de toute la journée. Mardi, on a vu un petit peu plus, mais vraiment, l'activité est au plat. C'est pareil dans la boutique. Le chiffre d'affaires a vraiment baissé. On a constaté depuis lundi, donc c'est vraiment pas grand monde comme on dit au marché, comme d'habitude, quoi. Mais on sait déjà la raison, donc on fait avec. Des commerçants qui accusent le coup, mais avant tout des Robertins, qui eux aussi subissent les effluves de l'algue brune. Ils restent solidaires de l'action menée par le collectif Sargasses sur les barrages. Je suis forcément pour le moment. En ce qui nous concerne, nous, à la boulangerie, on a déjà perdu à peu près 4 000 € de matériel. Et quand je dis matériel, c'est du matériel qui est conséquent, qui coûte de l'argent. Et forcément que je ne peux même pas remplacer puisque j'ai encore des Sargasses. On est impacté par ça, Robert. Moi, je suis Robertin, alors il faut faire quelque chose, quoi. Bon, il faut de la merde, il a fait tout ce qu'il pouvait, bon, à ma connaissance, mais par rapport à ça, c'est pas suffisant. Commerçants et riverains du collectif espèrent tous trouver une solution rapide à l'échouage massif de Sargasses sur les côtes robertines. Faute de quoi, la situation sur les barrages pourrait bien encore se durcir. Exaspéré de constater aucune avancée, le collectif Sargasses appelle les Martiniquais à se mobiliser. Une rencontre avec la population était programmée à partir de 17h sur le barrage de Pontaléry. Après les fêtes de fin d'année, c'est le grand coup d'envoi des soldes en Martinique. Après les dépenses de Noël et du Nouvel An, les consommateurs sont-ils prêts à dépenser à nouveau? Du 7 janvier au 3 février, les commerçants, eux, misent sur cette période pour relancer l'activité. Mais les finances des ménages sont-elles encore au rendez-vous? Éclairage avec Jean-Marc Carteron. Chaque année, c'est le même rituel. À peine les fêtes terminées, les vitrines changent de visage. Dans ce magasin du centre-ville de Fort-de-France, certains regardent, comparent et hésitent. Les dépenses de fin d'année ont laissé des traces sur le budget. Financièrement, c'est très compliqué vu que la période de solde se passe après Noël et jour de l'an. Les gens tendent à vouloir en faire trop pour les fêtes et qu'après, il y a les soldes et il n'y a plus d'argent. Donc, il faut savoir gérer tout simplement. J'ai trouvé des trucs en solde, je profite comme tout le monde. J'achète en fonction de ce dont j'ai besoin, mais pas en fonction des soldes. Il y a l'argent sur le compte, on y va, sinon tant pis. Après, j'ai vu quelques petites choses, on se prépare pour le carnaval, j'ai trouvé des costumes pour les enfants, des petites choses pour moi, donc ça commence très bien. Malgré les promotions, le panier moyen reste souvent sous contrôle. Les consommateurs arbitrent, priorisent et surveillent de près chaque euro dépensé. Côté commerçant, ces soldes sont un moment stratégique. Objectif, écouler les stocks et relancer l'activité après un mois de décembre très contrasté selon les secteurs. Dans un premier temps, c'est un peu juste parce qu'on sort d'une période de fête
Mais en même temps, on doit s'adapter à n'importe quelle situation. On a du stock parce qu'on a commandé pas mal de choses pour Noël et pour le 31. Donc le stock est là avec les bonnes marques. Et les deux périodes de solde tombent toujours bien parce que vous avez après la rentrée des classes et après Noël. Donc on va dire que ça va. C'est une bonne période puisque nous avons quand même le carnaval qui approche aux Antilles. On sait que c'est une période qui nous crée pas mal de ventes, en tout cas en magasin, puisque les clients achètent pas mal de choses pour confectionner leurs costumes eux-mêmes. Et du coup, pour moi, c'est une bonne idée, en tout cas, de faire des soldes juste avant la période du carnaval. Entre bonnes affaires et budget serré, ces soldes de début d'année s'annoncent mesurés. Une période d'équilibre fragile où chacun tente de faire le bon calcul. Ce matin, un son un peu particulier a retenti. Pas une alarme, mais un test. L'alarme communale de Schellcher a été déclenchée dans le cadre d'un exercice de vérification. Un passage discret mais essentiel pour s'assurer que le signal est bien audible partout en cas de catastrophe. Les précisions des autorités devant la caméra de Dorian Cayuela. Nous procédons comme chaque premier mercredi du mois à l'essai de notre sirène, l'essai de l'alerte à la population en cas de besoin. Donc c'est un dispositif qui existe sur toute la France, comme on dit dans les villes de Navarre. Donc toute la Martinique aussi doit être concernée par ces essais qui doivent se faire tous les premiers mercredis du mois, en tout cas à la portée de notre sirène, au cas où nous ayons besoin de la déclencher pour un risque tsunami, incendie ou autre. Et puis aujourd'hui, Schellcher est devenue une ville qui s'est développée, surtout sur les hauteurs. Donc nous prévoyons effectivement de voir comment nous sommes en étude en ce moment pour pouvoir multiplier la portée de ce son pour la population en hauteur. C'est important de s'assurer que les organes de sécurité fonctionnent. Si un jour on en a vraiment besoin et que ça ne fonctionne pas, on s'en aperçoit à ce moment-là, ben c'est dommage, ça peut être dangereux. Donc oui, il faut entretenir tout ce qui est organes de sécurité. C'est rassurant. Tous ceux qui sont en hauteur, il y a des lotissements un peu plus hauts, il faut qu'ils soient aussi avertis. Alors ils sont peut-être moins sujets au tsunami, mais pour tout ce qui est tremblement de terre ou autre, mais oui, c'est important, bien sûr. Très important parce qu'on vit dans une période qui est très agitée, tourmentée et pas très rassurante avec les changements climatiques, avec tout ce qu'il y a. Et c'est très important. Encore, c'est la semaine dernière qu'il y a eu un tremblement de terre assez conséquent. Et donc ce sont des précautions concernant la population des communes et singulièrement d'ici et qui sont importantes. Il faut les faire, il faut continuer. Je suis né, c'était pas comme ça. Je suis né ici, là, tout près. Et la mer était devant ma porte, là. Tout ça a été pris sur la mer. Alors, non seulement c'est beau, c'est une belle place, mais en plus ça sécurise les habitations qui sont derrière et le bourg globalement. Janvier commence et les verres se mettent en pause. Le Dry January, c'est un mois sans alcool pour récupérer après les fêtes, tester ses habitudes et faire du bien à son corps. Un défi simple, collectif et parfois révélateur. 31 jours pour souffler et pourquoi pas changer la suite. Pour en savoir plus sur ce mois sans alcool, Dorian Cayuela nous explique comment relever le défi. Et si le mois de janvier devenait celui des vacances pour le foie ? Le Dry January est le nouveau défi santé en vogue. Le principe est simple, ne pas consommer une goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. Une manière pour beaucoup de se remettre des excès des fêtes et de repartir sur de bonnes bases. Une initiative que ce jeune homme salue. Pour moi, c'est une bonne chose, puisque déjà l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Donc si avoir une pause, c'est bénéfique pour le corps, c'est bien. Et puis aussi, l'alcool cause beaucoup de problèmes de santé. Aux Antilles, c'est un peu compliqué, surtout cette année où on peut constater qu'après Noël, il y a tout de suite le carnaval. Le carnaval commence et nous, les Antillais, on aime beaucoup la fête. Donc c'est un peu compliqué. Mais il y a pas mal de personnes qui respectent ce mois sans alcool. Selon l'association Alcohol Change UK, un mois sans alcool suffit déjà à observer des effets positifs et mesurables. Amélioration du sommeil, baisse de la tension artérielle, meilleure concentration, mais surtout, de nombreux participants continuent à réduire leur consommation d'alcool sans pour autant devenir totalement abstinents. C'est une bonne initiative, mais je vais vous dire pourquoi. Il y a des gens qui aiment boire un petit alcool quand c'est le jour. Quand les gens comme moi, à 82 ans, qui sortent au jardin,
j'ai besoin de réchauffer mon cœur pour manger un petit manger. Alors, je ne dirais pas, il faut voir en quantité, il faut boire des litres, 3 litres, mais un petit punch comme ça que le midi, quand on mange, ça fait du bien. Mais je n'ai pas dit, il faudra boire de l'alcool en quantité, en qualité. Le message est clair, l'abus d'alcool nuit gravement à la santé. Un constat que confirme ce médecin. À l'hôpital, il accompagne chaque année des personnes souffrant d'addiction et pas seulement à l'alcool. Selon lui, cette consommation est souvent associée à d'autres substances comme le cannabis, la cocaïne ou encore le tabac. Le mois de décembre, c'est un mois festif et on peut supposer que historiquement, ça vient effectivement après ce mois de décembre où il y a eu des beuveries, on va appeler ça comme ça. Mais disons que c'est un challenge qui ne concerne pas uniquement les personnes qui sont addictes. La grande majorité des cancers évitables viennent de l'alcool et du tabac. Une initiative qui permet en ce début d'année de faire une pause salutaire et de préserver son organisme des effets néfastes de l'alcool. Cette semaine, coup de projecteur sur la malnutrition, un phénomène souvent discret mais bien réel, y compris sur notre territoire. Pour alerter et agir, une association s'est mobilisée aujourd'hui pour combattre cette réalité. Pour nous en parler, un membre du Lions Club est notre invité ce soir. Serge Bidoc, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes membre... Bonsoir à tous. Merci de me recevoir. Vous êtes membre du Lions Club? Oui, le Lions Club de la Cabestère. Exactement. C'est mon club plus particulièrement, oui. Cette semaine, vous êtes mobilisé contre la malnutrition. Ce midi, vous avez organisé un repas, justement, pour lutter contre ce phénomène. Quel était l'objectif de cette mobilisation et à qui était destinée cette mobilisation? Alors, il faut préciser que cette mobilisation, c'est une mobilisation internationale qui est décidée par le Lions Club international. Donc, tous les Lions Clubs du monde ont participé à cette journée-là, qui était entre le 3 et le 11 janvier. Donc, nous, au sein de la Cabestère, ainsi que 4 autres clubs de Martinique, parce qu'il y en a 11, 11 clubs en tout en Martinique. Donc, nous avons participé, nous avons mis au point cette journée-là, parce que je peux vous dire que quand vous êtes sur le terrain, vous vous rendez compte que la malnutrition, c'est un fléau. Il est discret, mais il est bien présent. Et il y a énormément de familles qui en souffrent. Justement, quels sont les publics les plus touchés par la malnutrition sur notre territoire, en tout cas? Alors, vous avez les seniors qui sont vraiment, oui, on le sent directement, qui sont plus concernés. Vous avez des jeunes aussi. Et puis, vous avez des personnes qui souffrent d'isolement. Qui n'osent pas demander, c'est ça, et c'est ça le gros souci. Les gens n'osent pas s'adresser à des organismes qui sont là pour ça, pour les aider, puisque les gens ont une certaine retenue, une discrétion. Ça a toujours été chez nous, les gens sont comme ça. Ils préfèrent souffrir en douce, on dit en douce, que d'aller demander. Donc, voilà, malheureusement. Justement, c'est une souffrance discrète. C'est aussi une urgence discrète. Pourquoi ce phénomène reste peu visible en Martinique? Justement, c'est ce que je vous dis. Ceux qui en souffrent n'osent pas aller demander, n'osent pas s'adresser. Donc là, nous avons mené cette action-là avec la participation des CCAS des différentes communes, les 4 communes du Nord, là. Mais ils ont eu du mal à trouver des participants. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas trop se montrer, qui préfèrent rester discrets et souffrir en douceur, en douce. Justement, quel est le lien entre l'isolement et la malnutrition? Pourquoi ces deux phénomènes quand vous êtes isolé, vous vous êtes coupé de votre famille quand vous en avez, donc vous êtes isolé, et les personnes, vos voisins, vous n'osez pas leur demander, aller vers eux et puis leur dire voilà ma souffrance du jour, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider sur ceci, sur cela. Donc les gens restent dans leur misère et ne vont pas demander du secours. Alors nous qui sommes, on va dire, sur le terrain, on le voit. Et je peux vous dire que toute la semaine durant, là, on a eu des cas très prégnants. Justement, vous êtes sur le terrain, vous avez aussi affaire à des professionnels de santé. Quelles peuvent être les conséquences justement sur la santé de ces personnes malnutries?
Alors, des professionnels de santé, nous avons des personnes retraitées qui font partie de notre association et avec lesquelles nous échangeons et qui nous disent qu'effectivement, quand vous êtes malnutri, vous avez des problèmes de santé comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, et ainsi que d'autres, parce que nous ne sommes pas médecins, donc nous ne pouvons pas dire que ça mène directement à ça, mais on le voit bien, ces gens-là ne se portent pas bien. Ce midi, vous étiez au Marigot. Tout à fait. Au sein d'un restaurant pour proposer un repas à ces personnes en difficulté. Est-ce que vous envisagez aussi d'autres actions durant cette semaine ou peut-être sur le long terme? Oui, alors, comme je vous disais, la semaine de la malnutrition, c'est du 3 au 11 janvier. Donc nous allons certainement, dans les jours à venir, avoir une deuxième étape parce que nous avons invité ces personnes à un moment festif, mais nous voulons aussi leur apprendre comment cuisiner, comment utiliser les produits de chez nous, qui sont des produits sains, qui ne coûtent pas cher, au lieu d'aller dans les supermarchés utiliser des produits transformés. Et donc, nous allons les inviter à un restaurant qui a répondu positivement à notre demande, la Chabé à Font-Saint-Denis, où on va leur montrer comment récolter, comment cuisiner et passer un moment agréable avec eux pour qu'ils comprennent qu'on peut se nourrir avec pas grand-chose. Quel message vous souhaitez adresser aux Martiniquais? Comment les Martiniquais peuvent aider justement ces personnes dans ces situations-là? Là, je vous assure que les clubs-services, aujourd'hui, nous sommes des bénévoles. Or, le bénévolat est en train un petit peu de péricliter. Donc, nous appelons tous ceux qui ont du temps à donner, tous ceux qui sont sensibles à la cause de ces personnes-là, à nous rejoindre, à rejoindre un club-service et plus principalement le nôtre, le Lions Club, si c'est possible. Donc, je peux éventuellement donner, si vous le voulez, le numéro de mon association, le Lions Club de la Cabestère, au 06 96 35 77 77 ou encore le mien 83 98 49. Eh bien, merci Serge Bidoc d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous, merci de nous avoir invités. Merci. Place maintenant à un autre exemple concret de solidarité. La Croix-Rouge et Leclerc Martinique se sont retrouvés autour d'une galette solidaire avec les bénévoles de l'association. L'occasion de revenir sur leur dernière action commune de 2025 avec un don de 15 000 € qui a permis à de nombreux bénéficiaires de passer les fêtes plus sereinement. Un partage qui scelle aussi un nouvel engagement pour 2026. Les précisions de cette initiative avec la présidente de la Croix-Rouge Martinique devant la caméra de Louis Sabas. C'est toujours une très belle joie de rencontrer ce groupe, car c'est un groupe citoyen avec lequel nous avons de multiples actions. Et moi, je crois que certains groupes soient citoyens, à l'écoute, prêts aussi à aller avec des associations qui font sur le terrain quotidiennement, c'est très important. Je dis, il faut continuer, il faut y aller, il faut faire encore plus dans des projets structurés avec la jeunesse, au niveau de l'entreprise, de l'insertion, l'environnement, des projets structurants sur les risques. Et voilà, ça c'est la Croix-Rouge. Nous avons déjà reçu un beau don du groupe Leclerc Parfaite de 15 000 €, symbolisé par le chèque, puisque c'était 1000 bons de 15 € d'achat. Des achats qui permettent aux familles martiniquaises, aux CCAS, aux personnes défavorisées d'avoir une fin d'année, des fêtes de fin d'année, mais également de pouvoir offrir quelque chose à leur famille. Bellevue, un quartier que l'on croit connaître, mais derrière les routes et les bâtiments se cachent plus de 70 ans d'histoire. Une exposition présentée au Rond-Point des Arts propose de remonter le temps, images à l'appui. Photographies anciennes, archives et regards contemporains racontent l'évolution du territoire. Rencontre avec le géographe et historien Christian Jean-Etienne à l'initiative de cette exposition Pas comme les autres, Jean-Marc Carteron. En 70 ans, Bellevue est passée de terre presque vierge à un quartier incontournable. Une transformation spectaculaire que raconte aujourd'hui une exposition visible au Rond-Point des Arts. Dans les années 1950, ici, il n'y avait presque rien. Un paysage méconnaissable comparé à celui d'aujourd'hui. Lorsqu'on regarde l'ancienne photo de l'IGN, photo verticale,
de 1947, on a un quartier rural. On a effectivement seulement 2 éléments structurants en espace, l'église de Bellevue et le Salut Achille, une route qui relie les deux qui était la route principale, et puis un habitat diffus, des maisons isolées, des maisons individuelles, et puis le reste c'est la campagne. Campèche, boîtis, baumes, vaches, moutons, cabrits, toute bagaille. En quelques décennies, tout bascule. Routes, bâtiments, commerces, logements. Bellevue change de visage à grande vitesse. Si on compare avec la photo de 2022 à côté, on voit l'urbanisation formidable qui s'est développée grâce à 3 éléments. Premièrement, la route nationale 2 qui relie Fort-de-France à Saint-Pierre. Deuxièmement, le déménagement du collège technique du bassin de Grande-Aube au lycée technique, le collège des filles au lycée technique, le lycée Bellevue, et puis l'école normale. La famille Lamotte a vendu 35 000 m² à l'Assemblée départementale pour construire l'école normale qui a déménagé de Quarrivaille. Et puis l'urbanisation a suivi grâce aussi à la cité Saint-Georges, cité Jardin qu'on l'appelait, il y avait des maisons basses, et surtout à la cité aux Anames avec les blocs qui se sont développés. Et l'urbanisation continue à outrance avec le centre commercial. On parle de tertiarisation du quartier, puisque l'espace rural que tu as vu pour les années 50 est devenu un espace urbain. Bellevue continue d'évoluer, mais grâce à cette exposition, son passé, lui, ne disparaît plus. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur la place Gabriel Ayotte aux Trois-Îlets de 8h à 13h ou à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, de 13h à 19h. Avant de vous quitter, un dernier rappel des informations marquantes de ce journal. À l'échelle locale, le blocage au Robert continue de peser sur les commerçants qui constatent une baisse de la fréquentation dans leurs établissements. Et sur le plan national, une scène spectaculaire s'est déroulée dans l'Atlantique avec l'intervention de militaires américains sur un pétrolier lié à la Russie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une très belle soirée sur ATV.